Faites-vous réellement confiance à la personne qui partage votre vie? Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'affaire d'aujourd'hui est assez complexe d'après moi, il y a beaucoup de détails. Alors c'est pas un cold case, hein, rassurez-vous, il y a eu une condamnation, mais je trouve que il manque quelques petits éléments. Ouais, on n'a pas toute la vérité sur cette histoire, d'après moi. Et petit point important, on n'a pas la photo de tous les protagonistes de cette histoire. Donc pour éviter de vous perdre, ce que je vais faire, c'est que je mettrai, on va dire, des photos d'illustration avec le nom. Comme ça, vous pourrez vous repérer. Je pense que j'aurai pas non plus de support à intégrer dans la vidéo. Donc je vais commencer tout de suite, sans transition. Pour l'histoire d'aujourd'hui, direction la ville d'Anne Arundel dans l'état du Maryland. C'est une ville de 500 000 habitants qui est située à environ 40 km de Baltimore. Et c'est apparemment ici qu'est née Teresa Lynn Arthur le 6 août 1968. Alors pourquoi apparemment? Tout simplement parce que c'est pas précisé sur le site américain Find the Grave. Et on n'a pas non plus cette information dans les documents officiels, mais en réalité c'est pas hyper important pour l'histoire. Ce que l'on sait, c'est que Teresa a un frère, Ronald, et ils ont grandi auprès de leur mère, Barbara. Ils n'avaient pas vraiment de contact avec leur père parce que leurs parents ont divorcé quand ils étaient très jeunes. Cela dit, Teresa a grandi dans un environnement sain et stable et elle s'est toujours bien entendue avec sa famille. Elle a grandi à Baltimore et même si on n'a pas énormément d'informations sur son parcours scolaire, on sait qu'après le lycée, elle est devenue secrétaire médicale. Mais au moment de notre affaire, elle avait repris ses études pour devenir infirmière. Alors ce qui ressort beaucoup dans le témoignage de ses proches, c'est que Teresa a toujours été dépendante affective. En fait, c'est une jeune femme qui recherchait constamment l'amour des hommes. À cette époque, on ne l'analysait pas comme ça, on disait simplement que c'était une jeune femme qui était amoureuse de l'amour. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, la dépendance affective, même si c'est pas un diagnostic en soi, c'est un ensemble de comportements et de besoins relationnels caractérisés par une forte peur de l'abandon et une estime de soi souvent très liée au regard de l'autre. Dans le cas de Teresa, on peut supposer que sa dépendance affective est liée à l'absence de son père. Elle cherche sans doute une image paternelle à travers les hommes qu'elle rencontre. Elle recherche un homme qui l'aimera suffisamment pour ne pas l'abandonner comme l'a fait son père. Et j'ai envie de vous dire que malheureusement, c'est ce qui va la conduire à sa perte. À la fin de l'année 1985 ou au début de l'année 1986, elle fait la connaissance de celui qui deviendra son époux, Richard MacLeod. C'est un ouvrier en métallurgie dont on a peu d'informations, mais on suppose qu'il est quand même plus âgé qu'elle, vu qu'il est inséré dans la vie active. Teresa n'a que 18 ans à ce moment-là, elle vient de finir le lycée. Et pour bien comprendre la chronologie de l'histoire, à ce moment-là, elle n'a pas encore repris ses études supérieures pour devenir infirmière. Ça viendra bien plus tard, ça. Alors là aussi, on n'a pas beaucoup d'informations sur Richard ou sur les circonstances de leur rencontre, mais en toute honnêteté, ça n'a pas vraiment d'importance pour l'histoire, parce que Richard ne va jouer aucun rôle dans cette affaire. Gardez juste en tête que c'est un homme qui est plus âgé que Teresa, elle tombe follement amoureuse de lui, et peu de temps après le début de leur relation, elle découvre qu'elle est enceinte. Et elle est folle de joie. Teresa est folle amoureuse de Richard, elle veut fonder son foyer, elle veut se marier, donc pour elle, c'est une excellente nouvelle. Le couple se marie en avril 1986, c'est-à-dire avant la naissance de leur enfant, parce qu'apparemment c'était mal vu dans leur famille respective d'avoir un enfant hors mariage. Ce que l'on sait de ce mariage, c'est qu'au départ tout se passe bien pour Teresa. Elle est très heureuse d'être femme au foyer, et quand elle donne naissance à son fils, Richard Junior, pour elle, elle a tout ce qu'elle a toujours voulu avoir. Elle a un foyer, elle a un homme qui l'aime, elle a un bébé, elle pense qu'elle a vraiment trouvé du sens à sa vie, mais les mois qui suivent la naissance de son fils, la relation entre elle et Richard commence à se détériorer. Alors on peut dire que c'est normal, après la naissance d'un enfant, il y a des petits conflits dans un couple. Mais le problème ici, c'est qu'en réalité, Teresa et Richard se sont mariés alors qu'ils ne se connaissaient pas vraiment. Teresa pensait que dans la mesure où ils s'aimaient, ce serait suffisant pour faire fonctionner leur mariage. Mais dans les faits, ils ne s'entendent pas du tout. Et Richard est infidèle. Pour une personne dépendante affective, l'adultère, c'est terrible. C'est terrible pour n'importe quel type de profil psychologique, ça on est d'accord sur ce point, mais disons que pour une personne qui est en pleine dépendance affective, ça la renvoie au fait qu'elle n'est pas suffisante. La tromperie pour ce type de profil psychologique, c'est la preuve qu'on ne vaut pas assez et qu'on est remplaçable de surcroît. Quand Teresa découvre cette tromperie, au départ, elle ne sait pas si elle doit partir ou rester pour prouver qu'elle vaut la peine, mais elle finit par partir. C'est un choix qui a été très difficile pour elle d'après ses proches parce que, d'une certaine façon, elle faisait le deuil de la famille parfaite qu'elle pensait avoir construite. Malgré ça, grâce au soutien de ses proches, elle se dit qu'elle ne doit pas se laisser abattre comme ça. Là, elle est encore très jeune, elle a la petite vingtaine, donc on va dire qu'elle a toute la vie devant elle pour trouver l'homme qui l'aimera enfin à sa juste valeur. Et indépendamment de l'idée d'être aimée, il y a aussi le fait que Teresa veut pas reproduire le schéma de sa mère, à savoir élever un enfant seul sans son père. En fait, on n'a pas énormément d'informations sur Richard, comme je vous l'ai dit, mais de ce qu'on en a compris, il n'était pas très présent pour leur fils. C'est ce qui aurait motivé Teresa pendant plusieurs années à tenter de trouver un homme qui puisse également être un père pour son fils. En juin 1992, Teresa se rend à une soirée, c'est par le biais d'une amie qu'elle rencontre un certain Robert Harris. Robert Dwayne Harris est né en septembre 1972, probablement à Baltimore lui aussi, et il a 4 ans de moins que Teresa.
Il a grandi dans une famille dont il a toujours été très proche et apparemment sa famille est assez aisée. Ce que l'on sait de son parcours, c'est qu'il était très populaire au lycée, c'était un sportif, il avait beaucoup d'amis, il était plutôt charmant. Voilà, les ingrédients clés pour devenir populaire dans un lycée américain. Par contre, c'était pas un garçon qui persécutait les autres élèves moins populaires que lui. Non, c'était quelqu'un de plutôt chill, on va dire. On dit de lui qu'il a toujours été très intelligent et qu'il s'entendait à peu près avec tout le monde. Alors je sais pas s'il a fait des études supérieures, mais ce que l'on sait de source sûre, c'est qu'après le lycée, il a enchaîné les petits boulots pour mettre de l'argent de côté, parce qu'il voulait ouvrir sa propre entreprise. Au moment où Teresa rencontre Robert à cette soirée, il est dans cette situation, c'est-à-dire qu'il enchaîne les petits boulots pour mettre de l'argent de côté. Et autant vous dire que Teresa est fascinée par lui. Déjà, elle le trouve très attirant et en plus de ça, il est très posé quand il parle. Il est plus jeune qu'elle, mais elle trouve que contrairement aux garçons de son âge ou aux garçons qui sont plus âgés qu'elle, il est très mature et il semble très ambitieux. Comme beaucoup de mères célibataires, Teresa recherche chez un partenaire des qualités qui pourraient faire de lui un bon beau-père, logique. Et elle a l'impression que Robert coche toutes ses cases. En plus de ça, Robert n'a absolument pas l'air d'être effrayé par le fait que Teresa est déjà mère. Au contraire même, il n'est absolument pas indifférent à Teresa. Il trouve que c'est une jeune femme qui est attirante, qui est charmante, elle est extravertie, elle est sociable, elle est drôle. On va dire qu'ils sont mutuellement tombés sous le charme l'un de l'autre à cette soirée. Les semaines qui suivent, ils commencent à se fréquenter et les choses deviennent très vite sérieuses entre eux. Ils se présentent mutuellement leur famille, tout se passe très bien et quelques mois après leur rencontre, en décembre 1992, Robert emménage chez Teresa et son fils. Ça peut paraître rapide, c'est vrai, mais voilà, des fois, il n'y a pas le temps de niaiser. Non, plus sérieusement, je pense que, dans la mesure où Teresa était dépendante affective, pour elle, c'est un timing normal, on va dire. Ce que l'on sait de la situation de Robert, en revanche, c'est que dans la mesure où à ce moment-là, il continue d'enchaîner les petits boulots, il n'a pas de situation stable, donc c'est plus simple pour lui d'emménager chez Teresa. Teresa est secrétaire médicale, elle a un salaire fixe, elle a une maison, et en plus, à ce moment-là, sa mère Barbara vit avec elle, pour l'aider à s'occuper de son fils. Robert a tiré le gros lot. Ce que l'on sait de cette cohabitation, c'est qu'apparemment tout s'est bien passé dès le départ. Quand Robert ne travaille pas, il passe énormément de temps avec Richard, le fils de Teresa, et au fil des années, Richard commence à considérer Robert comme son père. Ils ont l'air d'être une famille parfaitement heureuse. Les années passent et au cours du mois de septembre 1995, Teresa réfléchit à l'idée de se remarier. Elle et Robert vivent ensemble depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Robert s'entend parfaitement bien avec son fils, il le considère comme son propre fils, et a priori, il n'y a pas d'histoire d'infidélité dans l'air. A priori. Alors pour le moment, c'est encore Teresa qui subvient principalement aux besoins du foyer. Robert n'a pas encore ouvert sa petite entreprise, il enchaîne encore les petits boulots à gauche et à droite, mais Teresa se dit que c'est provisoire. Et c'est pas déterminant pour elle. En fait, Teresa se dit que elle a été mariée une première fois avec un homme qui remplissait son devoir d'homme, on va dire son devoir de mari, et pour autant, ça s'est pas bien passé, il s'entendait pas, il la trompait. Là, elle a eu le temps de voir que Robert, c'était quelqu'un de bien, finalement. C'est un homme qui prend soin de son fils, c'est un homme avec qui elle s'entend, c'est un homme qui s'investit dans le foyer, même s'il n'a pas encore suffisamment d'argent pour pouvoir participer aux dépenses du foyer. Voilà, elle se dit que c'est provisoire, et en tout cas, tous les voyants sont au vert, d'après elle. Teresa est convaincue que Robert, c'est l'homme idéal, que c'est l'homme de sa vie. Et même ses proches partagent la même opinion, que ce soit son frère, sa mère, ses amis. Tous disent qu'ils forment le couple parfait. Teresa décide alors d'en parler à Robert, mais à ce moment-là, il se montre un petit peu réticent. Il n'a que 23 ans, et c'est vrai que pour lui, le mariage, c'est la concrétisation d'une relation. Ça signifie que c'est censé être pour la vie. Est-ce qu'il est vraiment sûr qu'il veut rester avec Teresa jusqu'à la fin de sa vie ? C'est vrai qu'ils s'entendent bien, c'est vrai qu'ils forment un beau couple, même une belle famille, si on prend en considération Richard, le fils de Teresa. Mais Robert est jeune quand même, à 23 ans. Il explique à Teresa qu'il va y réfléchir. Il a besoin d'un petit peu de temps pour y réfléchir. Alors ça ne remet pas en question l'amour qu'il lui porte, mais il lui dit qu'il a besoin de quelques jours ou de quelques semaines pour y réfléchir. À la fin du mois de novembre, au cours du repas de Thanksgiving, Robert demande Teresa en mariage devant toute sa famille. Il lui a dit qu'il voulait réfléchir, et il y a bien réfléchi. Le mariage est important pour Teresa, Robert aime Teresa, donc c'est également important pour lui. Et de toute façon, ça ne changera rien pour lui, ils vivent déjà ensemble. Donc ça servira simplement à sceller leur amour. Et ce soir-là, Robert ne fait pas les choses à moitié. Il sort une bague très coûteuse et il la met au doigt de Teresa. Ça surprend tout le monde durant cette soirée, parce que tout le monde sait que Robert n'a pas forcément les moyens. Tout le monde sait qu'il fait des petits boulots et que c'est Teresa qui subvient principalement aux besoins du foyer. Ce que les proches de Teresa se disent à ce moment-là, c'est que Robert a sans doute mis toutes ses petites économies dans cette bague. C'est qu'il aime Teresa. On n'en rencontre pas deux, un homme comme ça dans une vie, n'est-ce pas ? Ouais, sauf que quelques jours plus tard, Robert explique à Teresa qu'elle doit lui rendre la bague.
En réalité, il l'avait empruntée dans une bijouterie et maintenant il doit la rendre en attendant de pouvoir la payer. Bon, alors c'est pas très romantique, hein, tout ça. Autant Teresa est assez surprise, mais d'un autre côté, elle se sent touchée. Robert n'avait pas d'argent pour lui offrir une bague et il est parti en emprunter une pour l'honorer devant sa famille. Bon, c'est vrai que Teresa, c'est une jeune femme qui est très très compréhensive. Après, oui, hein, on peut trouver ça touchant et de toute façon, Teresa s'en fout hein, qu'il puisse lui offrir une bague coûteuse ou pas. Le plus important pour elle, c'est qu'ils puissent sceller leur amour par ce mariage. Elle se dit qu'il finira par lui payer une bague quand il aura les moyens de le faire, tout simplement. Les semaines qui suivent, Teresa commence à s'organiser pour les préparatifs de leur mariage et dès le début du mois de janvier 1996, elle entame les préparatifs, c'est-à-dire qu'elle appelle des boutiques, ce genre de choses. Robert, de son côté, la laisse tout gérer parce qu'il voit que ça lui fait plaisir et dans la mesure où il travaille de plus en plus, eh bien lui et Teresa se voient de moins en moins. Teresa, de son côté, fait également de plus en plus d'heures sup parce que sur le plan financier, eh bien c'est de plus en plus compliqué pour le couple. Elle est tellement acculée qu'elle est même obligée de demander à sa mère de l'aider financièrement. Alors oui, c'est très compliqué, on va dire qu'elle se sent un petit peu honteuse de le faire, mais elle se dit que dans le fond, c'est une situation provisoire. Dans son esprit, pour elle, voilà, dans un couple, on doit s'entraider. Si Robert ne peut pas participer financièrement pour le moment parce que c'est un petit peu trop serré pour lui, c'est pas grave. Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Ou presque. Le soir du 26 janvier 1996, aux alentours de 22 heures, la police de Baltimore reçoit l'appel très inquiétant d'un homme qui semble être blessé. Bon, je pense pas que je pourrais vous passer l'appel, à mon avis, je pourrais pas le trouver sur Internet. Si j'ai réussi à le trouver entre-temps, c'est maintenant. Sinon, on avance. L'homme à l'autre bout du fil, c'est Robert, et il appelle depuis son téléphone portable. Et ce qu'il explique au dispatcher, c'est qu'il se trouve dans le parc du quartier de Violettville à Baltimore. Pour vous situer, Violettville, c'est normalement un quartier qui est très calme, qui est même plutôt résidentiel, vu que ce sont principalement des familles de la classe moyenne qui y habitent. Ce que Robert raconte au dispatcher du 911, c'est qu'un homme vient de leur tirer dessus sur lui et sa fiancée, Teresa. Il dit que cet homme a pris la fuite et qu'il faut faire le plus vite possible pour venir sauver Teresa, parce qu'elle ne réagit plus. La police et les secours se rendent aussitôt sur place et ils trouvent Robert en état de choc. Et il a reçu une balle au niveau de la cuisse, mais il est vivant, sa vie n'est pas en danger. Teresa, elle, est allongée près de lui et elle a reçu plusieurs balles d'un Glock 9 mm. 6 balles au total, au niveau de la main, de la poitrine et du dos. Et il n'y a plus rien à faire pour elle. Elle est morte. Pendant que Robert est transporté à l'hôpital pour être soigné, il est interrogé pour comprendre ce qu'il s'est passé. Et c'est l'enquêteur principal, Daryl Massey, qui a la charge de ce dossier. Alors je préfère vous prévenir, j'ai trouvé plusieurs versions de ce que Robert avait raconté à l'enquêteur à l'époque. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de différences dans ces différentes versions. Moi je me suis basée sur le document officiel de la cour d'appel. Donc je vais vous donner cette version-là. Mais dites-vous qu'elle ne change pas énormément des autres versions qu'on peut trouver sur Internet. Ce qu'il raconte à l'enquêteur, donc, c'est que lui et Teresa se rendaient au restaurant dans la soirée, comme ils le font parfois. Il dit que pendant qu'il roulait, lui et Teresa se sont disputés. Pas une grosse dispute, pas quelque chose de très grave, mais en tout cas, il voulait régler ça avant d'arriver au restaurant. Donc il a décidé de s'arrêter près de ce parc. Dans l'autre version, Robert a dit à l'enquêteur que, en réalité, pendant qu'il roulait, il voulait faire un cadeau à Teresa, il lui avait acheté un collier en or qu'il avait mis dans le coffre, donc il s'est arrêté près de ce parc pour lui offrir ce collier. Vous voyez que c'est pas fondamental en réalité la raison pour laquelle il s'est arrêté près de ce parc. Donc gardez en tête qu'ils étaient en train de rouler pour se rendre au restaurant et qu'à mi-chemin, on va dire, il s'est arrêté près de ce parc. Toujours d'après Robert, quelques minutes après s'être garé près de ce parc, un homme a surgi nulle part et il les a menacés avec une arme à feu. Robert le décrit comme noir et assez grand, mais il n'a pas vu son visage parce qu'il portait une cagoule. Il dit qu'il avait un blouson avec des motifs de camouflage et un pantalon noir et blanc. Robert dit qu'il n'a pas compris ce qu'il se passait, mais cet homme lui a demandé de sortir de la voiture et lui donner son portefeuille, toujours en le menaçant avec son arme. Teresa était tétanisée. Robert dit que cet homme a pointé son arme en direction de Teresa et il lui a demandé de sortir de la voiture à son tour pour lui donner son sac à main. Mais elle a paniqué. Elle a jeté son sac et elle a voulu s'enfuir et c'est là que cet homme leur a tiré dessus. Robert a reçu une balle à la jambe et Teresa plusieurs dans le corps. Robert dit que tout est allé très vite. Il a même cru que Teresa avait réussi à prendre la fuite quand il a reçu une balle dans la cuisse. L'homme noir est ensuite parti sans le tuer et c'est là que Robert a vu le corps de Teresa. Elle ne bougeait plus, elle était recouverte de sang et elle n'avait plus son collier en or autour de son cou. Ce qui veut dire que cet homme le lui avait volé. Et la suite, on la connaît, Robert a appelé les secours depuis son téléphone portable. Alors, petit détail qui, à mon sens, a toute son importance dans cette histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Robert a été admis à l'hôpital, il y a eu des prélèvements sur ses mains. C'était pour vérifier s'il y avait des traces de poudre. Ça, c'est une procédure qui est parfaitement habituelle dans les affaires d'homicide avec arme à feu.
Le laboratoire a rendu ses résultats aux enquêteurs et d'après leurs conclusions, il n'y avait aucune trace de poudre sur les mains de Robert. Donc a priori, cette nuit-là, il n'a pas tiré avec une arme à feu. Donc jusque-là, on va dire que son histoire tient la route. Et gardez vraiment ce détail en tête, parce que, comme je vous l'ai dit, d'après moi, c'est l'un des éléments les plus importants dans cette affaire. Pour en revenir à notre enquête, au départ, pour les autorités, c'est une histoire qui tient la route. Un couple qui est agressé par un homme avec une arme à feu pour les voler, c'est pas quelque chose d'hyper inhabituel, on va dire. En plus, ce parc est plutôt désert à la nuit tombée. Baltimore, ça reste une ville relativement pauvre. Teresa portait des bijoux en or, elle avait même une montre Gucci et plusieurs bagues en or. Forcément, ça attire les voleurs, ça. Mais justement, pourquoi le voleur ne les a pas pris alors? Le sac à main de Teresa n'a pas été volé, il était à côté d'elle. Et à l'intérieur, il y avait de l'argent liquide. Et elle portait toujours ses bijoux en or. Pourquoi le voleur ne les a pas pris? Si c'était ça son but, les voler, pourquoi il les a pas volés? D'après Robert, cet homme lui a quand même volé le collier en or qu'elle avait autour du cou. Il dit qu'il était très coûteux. Donc peut-être que dans la panique, cet homme n'a pas pris le temps de tout voler. Ok. Les enquêteurs fouillent le parc et le bois qui se trouve à proximité, et à l'entrée du bois, on y trouve un collier en or, celui de Teresa. Ce que ça peut signifier, c'est que cet homme a effectivement volé le collier de Teresa, il l'a fait tomber dans sa fuite. Jusque-là, tout se tient. Les enquêteurs fouillent également la voiture de Robert et ils y trouvent un chargeur de pistolet 9 mm qui contient encore 8 balles. C'est le même calibre que l'arme qui a tué Teresa, mais dans la mesure où Robert possède plusieurs armes, comme de nombreux Américains, en soi, c'est pas forcément quelque chose de bizarre. En plus, le chargeur est plein. Ça veut dire qu'il n'a pas été utilisé pour tuer qui que ce soit. Les enquêteurs interrogent les habitants qui vivent près du parc pour voir s'ils ont vu ou entendu quelque chose de particulier le soir du meurtre, et justement, un voisin indique que peu de temps après le meurtre, il a vu un homme noir courir nu dans le quartier. Il s'était pas forcément posé de questions, mais c'est vrai que là, c'est bizarre, sachant que l'homme qui a attaqué Teresa et Robert était un homme noir. Est-ce que ça peut avoir un lien? Le problème, c'est que les enquêteurs ne parviennent pas à identifier cet homme. Et de toute façon, l'homme qui a tué Teresa n'était pas nu. Pourquoi il se serait foutu à poil après le meurtre? La conclusion des enquêteurs, c'est que cet homme, c'était certainement un déséquilibré. Peut-être qu'il était en pleine crise psychotique et il a couru dans la nuit, comme ça, tout nu. Ou alors, peut-être que ce voisin n'a jamais vu d'homme noir nu courir dans la rue. En réalité, on ne sait pas. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que l'enquête démarre très difficilement. Pas d'empreintes, pas de témoins, pas de preuves matérielles. Sauf que 2 jours plus tard, le 28 janvier, les enquêteurs reçoivent l'appel d'un homme du nom de Nicolas Jantz qui leur explique qu'il a des informations capitales à leur donner. Des informations en lien avec le meurtre de Teresa McLeod. Nicolas est convoqué au commissariat de police pour être interrogé et ce qu'il raconte aux enquêteurs, c'est qu'une semaine plus tôt, l'un de ses amis, Russell, lui avait parlé d'un meurtre qu'il devait commettre. Il ne lui avait pas donné tous les détails, par exemple le nom ou le lieu, mais il lui avait dit qu'il devait tuer une femme à la demande de son mari. Russell avait même demandé à Nicolas de l'accompagner pour s'entraîner au tir avec lui, pour préparer ce meurtre. Nicolas explique aux enquêteurs qu'au départ, il n'a pas vraiment cru Russell avec cette histoire de meurtre. En fait, il pensait qu'il voulait se faire remarquer, pour faire un petit peu le voyou, donc il n'avait pas prévenu les autorités. Mais il s'est quand même passé quelque chose de bizarre le soir du 26 janvier. Il dit qu'il était chez lui, près du parc Violetteville, avec Russell, et ils buvaient un coup, comme ils le font habituellement. Et à un moment donné, Russell a reçu un message sur son beeper aux alentours de 20h30, et il avait dit à Nicolas qu'il devait partir. 1 heure après environ, Nicolas a vu une ambulance et une voiture de police se diriger vers le parc de Violetteville. Il était sorti de chez lui, il s'était approché, et c'est là qu'il avait vu une femme morte qui était transportée dans une ambulance. À ce moment-là, il a tout de suite fait le lien, et c'est pour ça que 2 jours plus tard, il a contacté les autorités. Son ami Russell a bel et bien tué cette femme. Mais qui est donc ce Russell? Russell Raymond Brill a 22 ans et il est déjà bien connu des services de police pour des faits de trafic de drogue, de trafic d'armes et de vol. Ce qui ne colle pas en revanche, c'est que Russell est blanc. Robert avait pourtant décrit un homme noir, non? Donc quoi, Russell n'a pas tué Teresa, mais il a effectivement tué une autre femme comme il l'avait confié à son ami? Il a arrêté, il est interrogé et contre toute attente. Il avoue le meurtre de Teresa McLeod. Oui, c'est bien lui qui l'a tuée. Bon, c'est quand même assez inédit, parce qu'au départ, les enquêteurs étaient convaincus qu'il n'avait rien à voir avec ce meurtre. Là, il avoue. Ce qu'il dit et qui finit de convaincre les enquêteurs que c'est bien lui le tueur, c'est qu'il a tiré sur Robert et Teresa avec un Glock 19 en 9 mm. Ça, c'est une information qui n'a pas encore été révélée par la presse. S'il connaît cette information, c'est que c'est forcément lui qui leur a tiré dessus. Forcément.
Quand les enquêteurs lui demandent pour quelle raison il leur a tiré dessus, pourquoi est-ce qu'il a tué Teresa McLeod, ce que Russell raconte, c'est que, au départ, il voulait simplement les voler, mais Teresa a résisté, donc il lui a tiré dessus. Ça correspond en tout point à la version de Robert. Lui et Teresa ont effectivement été victimes d'un vol à main armée. Ok, mais pourquoi est-ce que Robert avait décrit un homme noir alors? Est-ce que c'était à cause de la cagoule? Peut-être qu'il a confondu la cagoule de Russell avec sa couleur de peau. En plus, il faisait nuit. On va dire que ça se tient. Et si ça peut encore finir de convaincre les enquêteurs, Russell leur indique l'endroit où il a caché l'arme, les gants, la cagoule et les vêtements qu'il portait ce soir-là. Ce qu'il leur dit, c'est que son frère Joseph avait accepté de les enterrer dans une forêt près d'un cimetière à côté de Violetteville. Les enquêteurs se rendent à cet endroit sous les indications de Russell et effectivement, ils y retrouvent le colis enterré. Ils le récupèrent, le tout est envoyé en laboratoire pour être analysé, l'arme est même retracée grâce à son numéro de série. Et que découvre-t-on? Que découvre-t-on à votre avis? Que diable découvre-t-on? Que cette arme n'appartient pas à Russell. Non, elle appartient à Robert. Pourquoi l'arme du crime appartient-elle à Robert? Si la version de Russell est vraie, si Robert est lui aussi une victime de ce vol à main armée, pourquoi est-ce que c'est son arme qui a servi à tuer Teresa et à lui tirer dessus par la même occasion? Qu'est-ce que le tueur faisait avec son arme à lui? Dans un premier temps, les enquêteurs décident de ne pas informer Robert de ce qu'ils ont découvert parce que c'est beaucoup trop incriminant. Ce qu'ils font, c'est qu'ils interrogent tout l'entourage de Teresa pour tenter de comprendre leur dynamique de couple. Et c'est là qu'ils vont avoir quelques petits témoignages fort intéressants. Alors oui, Teresa et Robert allaient se marier, mais d'après la famille de Teresa, les choses allaient de moins en moins bien depuis quelques mois, notamment à cause de l'argent. Ronald, le frère de Teresa, raconte aux enquêteurs que quelques semaines avant sa mort, il avait découvert que Robert trompait Teresa. Il la trompait avec des femmes qu'il rencontrait dans des bars parce qu'il y passait littéralement toutes ses soirées. Pendant que Teresa trimait au travail pour mettre de l'argent de côté pour payer leur mariage, Robert lui faisait croire qu'il faisait lui aussi des heures supplémentaires pour mettre de l'argent de côté, pour l'aider à le payer. Et en réalité, il écumait les bars de la ville à la recherche de petites aventures. Tout son argent passait dans l'alcool et les femmes. Comme je vous l'ai dit, c'était une période qui était très compliquée pour Teresa. Elle demandait même de l'aide financière à sa mère parce qu'elle n'arrivait pas à boucler ses fins de mois. Robert ne mettait pas un rond dans leur foyer et malgré ça, Teresa ne lui en voulait pas. Elle pensait que c'était simplement une passade. Et pour recontextualiser, n'oubliez pas que Teresa était dépendante affective, donc elle était très, très flexible et conciliante avec Robert parce qu'elle pensait peut-être que c'était la seule façon de mériter son amour. Ce qui est sûr, c'est que quand Ronald avait découvert que Robert la trompait, il l'avait dit à Teresa, il lui avait dit, je l'ai vu, il te trompe avec plein de filles dans des soirées, et Teresa n'avait pas voulu y croire. Elle et Robert s'aimaient, jamais il ne pourrait la tromper. En fait, dans la tête de Teresa, Robert, c'était vraiment le prince charmant. Ok, il avait des défauts, mais de là à la tromper et à la trahir, non, impossible. Dites-vous qu'elle s'était même embrouillée avec Ronald par rapport à Robert. Elle lui avait dit qu'il se mêlait un petit peu trop de sa vie privée et qu'il cherchait à salir l'image de son futur mari. Soit Teresa était beaucoup, beaucoup trop amoureuse de Robert, soit elle était beaucoup, beaucoup trop dépendante affective, soit c'était beaucoup, beaucoup trop douloureux pour elle de se dire que Robert la trompait, alors qu'elle avait déjà divorcé une première fois pour des faits d'adultère. Ce que Ronald explique aussi aux enquêteurs, c'est que quelques semaines plus tôt, il s'était rendu chez sa sœur pour se réconcilier avec elle. Mais c'était Robert qui lui avait ouvert la porte, et il l'avait menacé avec son arme. Il lui avait demandé de s'en aller et de leur foutre la paix, de ne plus jamais revenir chez eux. Ronald savait que Robert possédait des armes, il les avait achetées quelques mois plus tôt, mais jamais, au grand jamais, il l'avait menacé avec. Les deux hommes s'étaient toujours très bien entendus. Ronald avait toujours apprécié Robert, mais de savoir qu'il trompait sa sœur comme ça, avec aussi peu de scrupules, oui, forcément, ça l'avait mis en colère. Mais de là à ce que Robert le menace avec une arme. D'ailleurs, d'après Ronald, Teresa avait toujours détesté le fait d'avoir des armes à la maison à cause de son fils. Richard n'a que 9 ans et les enfants, généralement, sont quand même assez curieux. Aux États-Unis, les morts par arme à feu sont très fréquentes chez les enfants et ce serait même la première cause de mortalité dans les enfants de cette catégorie d'âge avant les accidents domestiques et les accidents de voiture apparemment. En tout cas, Teresa était très inquiète à cause de ça. Pour en revenir à la soirée où Robert a menacé Ronald avec une arme, toujours d'après Ronald, c'est Teresa qui s'est interposée entre eux pour que Robert ne lui tire pas dessus et ensuite elle a demandé à Ronald de partir et de ne plus jamais revenir chez eux. Ronald l'a très mal vécu parce qu'il avait toujours été proche de sa sœur avant ça. Et ils n'ont jamais eu l'occasion de se réconcilier avant sa mort.
Alors autant vous dire que pour les enquêteurs, ce témoignage est très, très intéressant parce que, d'une part, ça prouve que Robert est capable d'être violent avec une arme à feu et d'autre part que son couple ne l'est pas si bien que ça. Bon après, même si c'est intéressant, ça nous dit pas pourquoi Russell a affirmé qu'il a tiré sur le couple lors d'un vol à main armée. Et pourquoi il avait l'arme de Robert. Russell est réinterrogé, mais cette fois les enquêteurs lui parlent de l'arme à feu. Ils savent qu'elle appartient à Robert. Et c'est là que Russell leur livre une nouvelle histoire. Ce qu'il leur explique, c'est qu'en réalité, il connaît très bien Robert. Il l'a rencontré quelques mois plus tôt, en novembre 1995, parce que Robert voulait se procurer des armes et de la drogue. Les deux hommes se voyaient régulièrement et au cours d'une autre rencontre à la fin du mois de décembre, Robert lui a confié qu'il avait un ami qui voulait faire assassiner sa femme. Une histoire d'assurance décès, bien sûr. Russell ne connaissait pas de tueur à gages, donc il n'avait pas forcément tilté, mais quelques jours après, Robert l'avait relancé. Il voulait que ce soit lui le tueur à gages. Et après une longue discussion, où apparemment Robert a vraiment insisté, Russell a accepté pour 20 000 dollars. 20 000 dollars qui proviendraient de l'assurance décès de la victime. C'est comme ça que Robert avait expliqué à Russell qu'en fait, il voulait faire tuer sa fiancée à lui pour son assurance décès. Le plan, c'était que Russell devait faire croire qu'il le braquait et à un moment donné, il tirerait sur Teresa jusqu'à ce qu'elle meure. Robert avait dit à Russell qu'il ne devait pas s'inquiéter, il se chargerait de mettre la police sur une fausse piste. D'où cette histoire de noir américain. Et bien sûr, on ne peut s'empêcher de penser à l'affaire Susan Smith que je vous glisse là, ou là, promis les gars, je vous glisse les affaires quand je vous dis que je vous les glisse. Là, je les glissais quelque part. Susan Smith, au pire du pire, allez sur ma chaîne et vous tapez Susan Smith. Pour en revenir à Russell, ce qu'il explique aux enquêteurs, c'est qu'au départ, quand il a accepté le contrat de Robert, il n'était pas sûr de lui, parce qu'il n'avait jamais tué personne auparavant. Mais il a fini par accepter parce qu'il avait besoin d'argent. Et oui, les enquêteurs ont vérifié de leur côté et effectivement, Teresa avait une assurance décès à 150 000 dollars. D'après Russell, Robert lui avait confié qu'il voulait refaire sa vie ailleurs, il voulait ouvrir son entreprise, et ces 150 000 dollars pourraient l'aider. Les jours qui ont suivi, Russell est parti s'entraîner au tir avec son ami Nicolas Jante, celui qui l'a dénoncé aux autorités, mais il n'était pas convaincu. Comme je vous l'ai dit, il n'avait jamais tué personne auparavant, et il voulait pas le faire. Toujours d'après Russell, le meurtre de Teresa devait en fait avoir lieu au début du mois de janvier. Mais ce jour-là, Russell a pris de la drogue, donc il n'a pas pu respecter son contrat. C'est un peu ce qu'il dit pour justifier le fait que voilà, il a jamais tué personne, c'est pas quelqu'un qui est capable de tuer quelqu'un. Donc voilà, il prenait de la drogue et il essayait on va dire, de se donner un petit peu de courage pour le faire, mais il n'y arrivait pas. Robert avait été très énervé, mais ils avaient ensuite convenu d'une autre date, le soir du 26 janvier. La veille, Robert lui avait remis une arme, un beeper et une paire de gants. Il devrait le biper une fois que lui et Teresa arriveraient au parc. Et c'est ce qu'il a fait, il l'a bipé vers 20h30. Sauf que, ce soir-là, en arrivant au parc, Russell s'est encore une fois dégonflé. D'après lui. Russell dit qu'il s'est approché de la voiture et Robert est sorti de la voiture pour lui parler, comme s'ils étaient censés se voir. Si on se base sur la version de Russell, on peut supposer que Robert avait dit à Teresa qu'il devait voir quelqu'un à cet endroit, si tant est que Russell dit la vérité. Pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que comme il va y avoir plusieurs versions à partir de maintenant, je sais que certains pourraient être perdus. Alors, si on part du principe que Russell dit la vérité, à savoir qu'il s'est approché de la voiture et que Robert est sorti de la voiture et qu'il est venu lui parler comme si les deux hommes se connaissaient, on peut supposer que Robert avait dit à Teresa qu'avant d'aller au restaurant, il devait faire un crochet par ce parc parce qu'il devait voir quelqu'un. J'espère que c'est clair pour vous. Donc pour poursuivre avec la version de Russell, il dit que Robert s'est approché de lui, il a commencé à lui parler, et Teresa était dans la voiture, et elle n'était pas plus paniquée que ça, ce qui veut dire qu'effectivement, Robert lui aurait dit qu'il allait retrouver quelqu'un à ce parc. Là, Robert a dit à Russell, c'est bon, tu peux le faire, tu peux faire mine de me braquer. Russell a donc pointé son arme sur Robert et il a demandé à Teresa de sortir de la voiture. Et apparemment, elle a cru qu'il s'agissait d'un braquage. Teresa est sortie de la voiture, Russell s'est approché d'elle, il lui a arraché le collier qu'elle avait au cou, et là Russell dit qu'elle s'est mise à le supplier. Elle lui a dit qu'elle était maman, elle avait un fils, il pouvait pas lui tirer dessus, il pouvait pas la tuer. Et Russell dit que ça lui a fait de la peine, donc il lui a pas tiré dessus. Il jure qu'il s'est reculé de Teresa et qu'il a dit à Robert qu'il pouvait pas faire ça, il pouvait pas tirer sur cette femme. Et après ça, Russell dit que Robert a pris l'arme, et c'est lui qui a tiré sur Teresa, à plusieurs reprises, pour s'assurer qu'elle meure. D'après Russell, Teresa a parfaitement eu le temps de voir que c'était Robert qui lui tirait dessus. Elle n'a eu aucune chance, il lui a tiré dessus à plusieurs reprises, elle s'est écroulée au sol. Russell dit qu'après ça, Robert lui a tendu l'arme et lui a demandé de lui tirer sur la cuisse pour faire croire à un braquage. Et c'est ce qu'il a fait, il lui a tiré dessus.
Et ensuite, il a pris la fuite en direction de la forêt. Et sur la route, il a jeté le collier de Teresa. Russell dit que Robert voulait récupérer son arme après le meurtre de Teresa, donc c'est la raison pour laquelle il a demandé à son frère Joseph d'aller l'enterrer à cet endroit, près du cimetière. Et la suite, on la connaît, Robert a contacté les autorités pour signaler un vol à main armée. Donc, d'après cette nouvelle version, Robert aurait fait exécuter sa fiancée pour son assurance décès. On va revenir sur ce point plus tard, donc gardez-le en tête. Quand les enquêteurs demandent à Russell pourquoi il n'a pas prévenu les autorités ce soir-là, vu que lui n'a pas tiré sur Teresa, pourquoi est-ce qu'il les a pas appelés pour dire que Robert avait tué sa fiancée? Ce que raconte Russell, c'est que dans la mesure où lui-même fréquente beaucoup le milieu des malfrats, des voyous, il voulait pas être mal vu. Il voulait pas qu'on le voie comme une balance ou comme un homme qui n'a pas respecté un contrat. Et il voulait pas non plus porter préjudice à son frère Joseph, qui fréquente lui aussi le milieu des malfrats. Et pareil, la première fois qu'il a été interrogé par les enquêteurs, s'il voulait pas dire la vérité, c'est parce qu'il voulait pas être vu comme un homme qui n'a pas su respecter son contrat, un homme qui n'a pas su tirer sur une femme. Mais maintenant, autant dire la vérité vu qu'il a été arrêté. Les enquêteurs vérifient auprès de la compagnie d'assurance de Teresa et effectivement, à l'automne 1995, elle a appelé son conseiller Adam Miller pour lui expliquer qu'elle voulait modifier les termes de son assurance décès. Elle souhaitait mettre Robert en unique bénéficiaire. Et Adam Miller raconte aux enquêteurs que ce jour-là, il a entendu la voix d'un homme en fond, sans doute celle de Robert. Donc Robert demandait à Teresa de modifier le bénéficiaire de son assurance décès. Le plus ironique, c'est que Teresa n'a jamais renvoyé le document de changement de bénéficiaire. Elle attendait son mariage pour le faire. Donc après son meurtre, c'est sa mère Barbara qui a été l'unique bénéficiaire. Robert n'a absolument rien perçu. Jamais. Mais pour les enquêteurs, c'est un mobile ça, parce que même si Robert n'a rien reçu, il y a une histoire d'assurance décès. Il pensait sans doute que Teresa avait fait le changement de bénéficiaire, alors qu'elle ne l'avait pas fait. Le 29 janvier, Robert est à son tour arrêté, mais contrairement à Russell, il clame son innocence. Il n'a rien à voir avec le meurtre de Teresa. Il l'aimait, il est lui aussi une victime dans cette histoire. Ok, mais pourquoi son arme s'est retrouvée entre les mains du tueur de Teresa alors? Robert a une explication. C'est vrai que cette arme lui appartient, mais ce n'est pas ce qu'on croit. Il va bien sûr tout nous expliquer. Ce qu'il raconte aux enquêteurs, c'est qu'effectivement, il connaît Russell. Il a fait sa connaissance au début du mois de janvier. J'ai pas les détails de cette rencontre, mais c'était sans doute par le biais d'amis en commun. À ce moment-là, Robert voulait se débarrasser de ses armes parce que Teresa n'était pas à l'aise avec le fait d'avoir des armes à la maison par rapport à son fils. Dans la mesure où c'était un motif de dispute qui était assez récurrent entre eux, Robert s'est dit qu'il valait mieux les vendre. Et justement, Russell voulait acheter une arme. Ça tombait bien. La veille du meurtre de Teresa, le 25 janvier, Robert a rejoint Russell pour lui vendre une arme à $500. Mais Russell n'avait pas l'argent sur lui. Mais il pourrait le payer le lendemain. Robert a accepté, il lui a donné l'arme et lui a donné rendez-vous pour le lendemain soir près du parc de Violetteville, là où il s'était garé avec Teresa. Ce qu'il dit aux enquêteurs, c'est que de toute façon, il avait prévu d'aller au restaurant avec Teresa, donc il en profiterait pour faire un petit crochet, pour récupérer l'argent. Robert raconte que le lendemain soir, quand ils sont arrivés au parc, Russell était bien là. Il est sorti de la voiture pour récupérer l'argent, mais là, Russell l'a menacé avec son arme. Et d'un coup, sans crier gare, il leur a tiré dessus, pour ne pas payer. Et après ça, il a pris la fuite. Bon, on peut se dire que, même si ça paraît un petit peu saugrenu, pourquoi pas? Ça peut tenir la route, après tout. Mais pourquoi avoir menti à la police alors? Pourquoi avoir dit qu'il s'était arrêté dans ce parc pour régler une dispute avec Teresa ou pour lui remettre un collier en or? Et quand il a décrit l'agresseur, pourquoi avoir parlé d'un homme noir? Pourquoi ne pas avoir directement dénoncé Russell? Il le connaissait. L'explication de Robert, c'est qu'il avait peur de Russell. Il avait peur qu'il s'en prenne à lui ou à sa famille, ou pire encore au fils de Teresa. Ouais, bon, admettez que c'est quand même de plus en plus saugrenu. Pourquoi Russell se serait acharné sur Teresa, mais il n'aurait tiré qu'une balle sur Russell, une balle absolument pas mortelle, vu qu'il lui a tiré sur la cuisse. Généralement, en cas de vol à main armée, c'est pas la femme qui représente le danger, c'est l'homme. C'est l'homme qui va peut-être te mettre une patate dans les chicots. Donc pourquoi avoir tiré autant de balles sur Teresa? C'est la version de Robert en tout cas, il n'en démord pas, il n'a jamais tiré sur Teresa, il n'a pas commandité son meurtre, il est simplement parti dans ce parc pour récupérer de l'argent auprès de Russell. Mais cette version ne convainc absolument pas les enquêteurs. Alors, petite parenthèse, quand la famille de Teresa a été informée de l'arrestation de Robert, au départ, Ronald et Barbara n'y croyaient pas forcément, on va dire. Alors oui, c'est vrai qu'il y avait des tensions dans leur couple, c'est vrai que Robert trompait Teresa, mais là on parle quand même d'une relation de plusieurs années, et Robert considérait le fils de Teresa comme son propre fils. Est-ce qu'il aurait été capable de commanditer le meurtre de Teresa, ou plutôt de lui tirer dessus, d'après Russell, pour une histoire d'assurance décès?
Bon, après, on va pas oublier que des parents tuent leurs propres enfants biologiques. Donc, est-ce que cet homme aurait été capable de tuer Teresa et de faire de son fils un orphelin? Tout est possible. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le procureur croit à cette version. C'est bien Robert qui a tué Teresa pour son assurance décès. Mais vous verrez que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent. En tout cas, on va aborder quelques témoignages fort intéressants durant le procès. Et pour info, le fils de Teresa, Richard, a été confié à la mère de Teresa, Barbara, après le meurtre de Teresa. Donc c'est elle qui a eu sa garde. Le procès de Robert Harris s'ouvre en mars 1997 à Baltimore et il continue de clamer son innocence. Alors même si le parquet est convaincu de la culpabilité de Robert, ça reste malgré tout une affaire assez complexe, vu que la quasi-totalité des éléments à charge repose sur des témoignages. On n'a pas de preuves matérielles, on n'a pas d'empreintes, on n'a absolument rien, si ce n'est le témoignage de Russell. Là, ce qu'il faut tenter de prouver pendant ce procès, c'est que d'une part, Robert a bien comploté pour faire assassiner Teresa, et que d'autre part, c'est bien lui qui lui a tiré dessus, et pas Russell. Plus de 30 personnes sont amenées à témoigner, et parmi ces témoins, il y en a un du nom de Donald Barty. Je sais que ça commence à faire beaucoup de noms, mais promis, il n'y en aura plus trop après. Et je vais essayer de mettre des photos d'illustration, comme je vous ai dit, pour pas vous perdre, parce que je pense pas trouver leurs photos sur Internet. J'ai cherché, alors c'est même pas que je ne pense pas, je vous avoue que j'ai cherché pendant que je faisais mes recherches sur cette affaire. Et alors pour Donald Barty, je vais vous afficher une photo, je suis pas sûre que c'est lui, mais je crois que c'est lui parce que j'ai quand même trouvé son nom dans des registres par rapport à des prisons, enfin à la prison plutôt. Je crois que c'est lui. Je vais quand même masquer ses yeux parce que j'ai un doute, mais je crois à 97% que l'homme que je vous affiche, c'est bien Donald Barty. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Donald Barty n'a rien à voir avec cette histoire au départ. Au moment du procès, il purge une peine de prison au pénitencier du Maryland pour des faits assez graves. Meurtre au premier degré, usage d'une arme de poing dans le cadre d'un crime violent et possession de cocaïne avec intention de la distribuer. C'est pas un enfant de cœur, quoi. Ce que raconte Donnell à la barre, c'est qu'en avril 1996, il a rencontré Russell en prison. À ce moment-là, Russell avait été arrêté pour le meurtre de Teresa. Donc suivez. Toujours d'après Donnell, lui et Russell avaient sympathisé et à un moment donné, Russell lui avait dit qu'il était en prison parce qu'il avait voulu rendre service à quelqu'un. Il lui avait dit qu'un homme lui avait promis de l'argent pour tuer sa fiancée, mais il n'avait pas réussi à le faire, il avait eu trop peur. Et à présent, il était accusé à tort. Ok, ça c'est la première partie du témoignage de Donnell. Au mois de juin, donc 2 mois plus tard, Donnell a été transféré dans une autre prison du Maryland, et c'est là qu'il a rencontré Robert. Les deux hommes ont sympathisé, vu que Donnell est apparemment très sociable, et de fil en aiguille, Donnell a raconté à Robert qu'il avait rencontré Russell dans une autre prison. Et là, Robert lui aurait proposé $1000 en échange d'un témoignage à charge contre Russell. Donnell devrait dire que Russell s'était confié à lui et qu'il lui avait dit qu'il avait commis un braquage et qu'il avait tué une femme pendant ce braquage. Donc Robert était innocent. J'espère que c'est clair pour vous. Toujours d'après Donnell, quand Robert lui a fait cette proposition, donc de témoigner contre Russell pour $1000, il a préféré en parler à son avocat à lui, parce qu'il a estimé que c'était beaucoup trop grave. Et son avocat l'a ensuite rapporté au procureur. Donc si on en croit Donnell, il y a de fortes chances que Russell ait dit la vérité. Il n'a jamais tiré sur Teresa parce qu'il s'est dégonflé. C'est Robert qui avait tiré sur Teresa. Bon, admettez que c'est quand même assez surprenant que Donnell tombe sur Russell dans la première prison, puis sur Robert dans la deuxième prison, que les deux hommes lui fassent ses confidences et que Robert lui propose de l'argent en échange de son témoignage. Je dis pas que c'est impossible, mais admettez que c'est quand même intriguant. Après, tout est possible. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Donnell en aurait parlé à son avocat, si ce qu'il dit est vrai, bien sûr, eh bien, il a pu bénéficier d'une réduction de sa peine en échange de son témoignage au procès. Au lieu de purger 45 ans de prison, il a gagné 15 ans de peine. Donc, il fera seulement 30 ans de prison. Donc, en vrai, son témoignage lui a apporté quelque chose. Après, je dis pas qu'il ment. Je dis simplement qu'il a gagné quelque chose avec son témoignage. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est le témoignage de Jennifer Petit. C'est la fiancée du frère de Russell, Joseph, et son témoignage est très, très troublant. Et c'est là que les choses se corsent. Alors déjà, que vient faire Jennifer dans cette histoire ? Quand Russell avait été interrogé la deuxième fois par les enquêteurs et qu'il était passé aux aveux, il avait impliqué son frère Joseph. Il avait dit que son frère était parti enterrer l'arme du crime avec les vêtements qu'il portait la nuit du meurtre de Teresa dans un bois près du cimetière. Vous vous souvenez ? Après ça, Joseph et Jennifer ont été arrêtés pour être interrogés. Donc on va dire que ils sont indirectement impliqués dans le meurtre de Teresa. Et quand ils avaient été interrogés par les enquêteurs, ils avaient chargé Russell. Ce que Jennifer raconte, c'est que quelques jours avant le meurtre de Teresa, Russell lui aurait confié qu'il allait devoir commettre un meurtre en échange de $20 000.
Elle lui avait demandé des détails et ce que Russell lui avait dit, c'est qu'un homme voulait le payer pour qu'il tue sa fiancée, mais il n'avait pas donné de nom. Jennifer avait pensé à ce moment-là que Russell voulait faire l'intéressant, comme son ami Nicolas, à qui Russell avait dit qu'il allait commettre un meurtre. Elle aussi avait pensé qu'il voulait se donner un genre, qu'il voulait faire le voyou un petit peu, donc elle n'avait pas prévenu les autorités. Sauf que le soir du 26 janvier, Russell était venu chez son frère Joseph, et il y avait Jennifer à ce moment-là. Russell pleurait, il était complètement bouleversé. Quand Jennifer lui avait demandé ce qu'il avait, il lui avait dit qu'il avait tiré sur 2 personnes 1 heure plus tôt, un homme et une femme. Il avait rempli son contrat. D'après Jennifer et Joseph, cette nuit-là, Russell leur a tout avoué sur ce qu'il s'était passé. Et il leur a dit que c'était bien lui qui avait tiré sur Teresa et Robert. Donc, quelle est la vérité dans cette histoire? Russell, lui, n'en démord pas. Il continue de dire que ce n'est pas lui qui a tiré sur Teresa. Pourquoi il a menti à son frère et sa belle-sœur dans ce cas-là? Ce que Russell raconte pour se justifier, c'est qu'il voulait impressionner son frère. En fait, son frère Joseph est lui aussi un petit voyou et il voulait pas lui dire qu'il s'était dégonflé, qu'il le voit un petit peu comme un mec pas capable de tirer sur des gens. Donc il avait menti. Et ce qui prouve d'après lui qu'il n'a pas menti, c'est qu'à l'époque, il avait dit la vérité à sa petite copine à lui, Lisa. Il lui avait dit qu'il n'était pas parvenu à tirer sur cette femme. Donc c'est bien la preuve qu'il n'a pas menti. Auquel on pourrait se dire qu'effectivement, ça se tient. Peut-être que Russell a pu dire la vérité à sa petite copine parce qu'il pensait qu'elle ne le jugerait pas, qu'elle ne le verrait pas comme un mec pas capable, pas courageux, et qu'il a menti à son frère pour garder cette image de voyou devant lui. Mais le problème, c'est que quand il était passé aux aveux la 2e fois, donc quand il avait impliqué Robert, il était parti en prison et sa belle-sœur Jennifer l'avait appelé quelques jours après, pendant qu'il était en prison. Jennifer lui avait demandé si c'était bien lui qui avait tiré sur Teresa et Robert. Et Russell lui avait dit que non, en fait, c'était pas lui, c'était Robert qui avait tiré sur sa fiancée. Et quand Jennifer lui avait demandé pourquoi il avait menti, il lui avait dit que c'est parce qu'il avait peur de Robert. Donc, quelle est la fucking vérité dans cette histoire? Tu t'es accusé parce que t'avais peur de Robert, ou tu t'es accusé parce que tu voulais impressionner ton petit frère? C'est pas la même chose, ça. Et puis pourquoi Russell aurait eu peur de Robert? Robert, c'est un jeune homme qui a un casier judiciaire qui est totalement vierge, contrairement à Russell. C'est Russell le voyou. Donc pourquoi Russell aurait eu peur de Robert? Comment démêler le vrai du faux dans cette histoire? Et surtout, comment s'assurer que c'est pas Russell qui a tiré sur Teresa? Le problème, c'est qu'à l'époque, dans la mesure où Russell avait été arrêté plusieurs jours après le meurtre de Teresa, on n'a jamais fait de prélèvement sur ses mains. Donc on n'a jamais pu vérifier s'il y avait ou non des traces de poudre. Ce qui veut dire concrètement qu'on n'a aucune preuve matérielle, que ce soit contre Robert ou contre Russell. Ce que Robert dit de son côté, c'est que d'une part il est innocent, ça bouge pas, mais surtout que si Russell l'accuse, c'est parce qu'elle veut se venger de lui. En fait, ce qu'il dit, c'est que Russell n'a pas envie d'être condamné pour le meurtre de Teresa. Il maintient cette histoire selon laquelle il devait aller récupérer de l'argent auprès de Russell et que Russell leur a tiré dessus parce qu'il ne voulait pas payer. Donc vu qu'il ne veut pas être accusé du meurtre de Teresa, il charge Robert. Et c'est vrai que dans le cas de Robert, il y a quand même 2 éléments à décharge. Alors tout d'abord, il n'a pas de casier judiciaire. Est-ce qu'un garçon qui n'a aucun antécédent judiciaire aurait été capable de tirer à bout portant sur sa fiancée à 5 ou 6 reprises? Et le deuxième point, et pas des moindres, c'est qu'on n'a pas retrouvé de résidus de poudre sur ses mains la nuit du meurtre. Ça prouverait a priori qu'il n'a pas tiré avec une arme. Admettez que ça, quand même, ça joue en sa faveur. Après oui, on pourrait se dire qu'il avait peut-être mis des gants, les fameux gants qui avaient été enterrés là dans le bois à côté du cimetière. Mais est-ce que Robert aurait eu le temps de mettre des gants quand il est sorti de la voiture pour tirer sur Teresa, sachant que d'après Russell, ça a pris quelques secondes avant qu'il saisisse l'arme et qu'il décide de lui tirer dessus. Donc il aurait eu le temps de faire ça, Robert. Elle l'aurait vu, Teresa, non, et même au-delà de ça, Russell l'aurait précisé quand il avait fait ses aveux. Les experts sont interrogés et ce qu'ils racontent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que l'absence de poudre n'est absolument pas significative. Si Robert s'est lavé les mains avant l'arrivée des secours, c'est logique qu'on ne trouve pas de poudre sur ses mains. Ok, mais où est-ce qu'il a trouvé l'eau? Bon, je vous avoue que ça c'est quand même l'un des points les plus mystérieux dans ce dossier, mais pas pour le jury. À l'issue de son procès au mois d'avril, Robert Harris est reconnu coupable de meurtre au 1er degré, de complot en vue de commettre un meurtre, d'utilisation d'une arme de poing dans le cadre d'un crime violent et d'incitation au meurtre. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Russell, lui, a accepté un plaidoyer de culpabilité et en échange de son témoignage contre Robert, il a été condamné à la perpétuité pour meurtre et association de malfaiteurs. Alors si j'ai bien compris, parce que c'était quand même assez technique, il a été condamné à plusieurs peines concomitantes et la durée totale ne peut pas excéder 50 ans. Donc il s'en sort sans perpétuité. Si le ministère public estimait que son témoignage était suffisamment convaincant pendant le procès de Robert, il a été condamné à 30 ans de prison maximum.
Et l'autre condition pour éviter la perpétuité, c'était d'accepter de plaider coupable pour meurtre au premier degré, même s'il affirme que c'est Robert qui a tiré sur Teresa. Bon, j'espère que c'était assez clair pour vous tout ça, parce que moi-même, je vous avoue que c'est un petit peu flou, mais là, je suis quasiment certaine de ce que je vous raconte. Non, je suis sûre. En réalité, je suis sûre. Et bien sûr, Russell a pu bénéficier de sa réduction de peine, parce que le ministère public a estimé que son témoignage était suffisamment convaincant pendant le procès. Alors j'ai trouvé aucune condamnation pour Nicolas Jantz et Joseph Brill, le frère de Russell, donc j'imagine qu'ils n'ont pas été condamnés, même s'ils ont été impliqués indirectement dans ce meurtre. Et pas de condamnation non plus pour Jennifer et Lisa, donc la fiancée de Joseph et la petite copine de Russell. Les années qui suivent, Robert et ses avocats creusent tous les recours possibles pour qu'il soit rejugé, parce qu'il continue de clamer son innocence. Et la Cour d'appel du Maryland finit par annuler sa condamnation en mars 2009. Alors ça veut pas dire qu'il est innocenté et qu'il sort de prison, pas du tout, ça veut dire qu'un nouveau procès doit s'ouvrir. Bon, j'ai essayé de comprendre du mieux que j'ai pu cette partie de l'histoire, parce que des fois avec les documents juridiques états-uniens, c'est pas simple. Et j'ai beaucoup creusé, et on va dire que l'essentiel de cette décision repose sur les deux témoins principaux du premier procès, Donald Barty et Russell Brill. Je vais pas rentrer dans tous les détails de ce recours, mais uniquement sur cette partie, parce que c'est la plus importante. Pour rappel, Donald Barty, c'est l'homme qui avait témoigné contre Robert, qui avait dit qu'il l'avait rencontré en prison, et Robert lui avait prétendument proposé de l'argent contre son témoignage, contre Russell. Et Russell Brill, c'est le tueur à gages qui n'a finalement pas tiré sur Teresa. Jusque-là, vous me suivez. Alors si j'ai bien saisi tout ce que j'ai lu, la défense a mis en avant que le jury n'a pas suffisamment été informé de ce qu'impliquait leur témoignage lors du procès de 1997, à savoir que les deux hommes bénéficieraient d'une réduction de leur peine en échange de leur témoignage. Le jury était bien sûr au courant qu'il y avait un accord entre ces deux témoins et le ministère public, mais il ne connaissait pas tous les détails, dont cette énorme réduction de peine pour l'un et l'autre, puisqu'il y a eu une énorme réduction de peine. Ce que les avocats de Robert ont mis en avant dans leur recours et que la cour d'appel, on va dire, a validé, c'est que si le jury l'avait su, ça aurait pu ébranler la crédibilité de ces deux témoins. Est-ce que les deux hommes ont fait leur témoignage parce que c'était vrai, ou est-ce qu'ils ont menti pour avoir une réduction de peine ? Si le jury avait pris toute la mesure de cet accord, peut-être qu'il n'aurait pas cru ces deux témoins, et peut-être que Robert aurait été acquitté. Aux États-Unis, on appelle ça une violation du principe de Brady, c'est une jurisprudence, je crois. Conclusion, Robert doit être rejugé. Son deuxième procès s'ouvre en janvier 2012 à Baltimore, et là le jury est informé de chaque détail de l'accord des deux principaux témoins du premier procès. Et Robert présente un nouveau témoin, Terry Walker. Terry et Robert étaient copains dans les années 90, en tout cas ils fréquentaient les mêmes milieux. Et ce que Terry raconte, c'est que le 25 janvier 1996, donc la veille du meurtre de Teresa, il a effectivement accompagné Robert pour vendre une arme à Russell. Si on en croit Terry, cette transaction a réellement existé. Ce qu'il dit également, c'est qu'à ce moment-là, Russell n'avait pas d'argent sur lui. Donc il avait proposé à Robert de le payer le lendemain. Les deux hommes avaient convenu de se retrouver le lendemain soir près de ce parc, là où on a tiré sur Teresa. Et Robert avait dit à Russell qu'il pouvait garder l'arme avec lui en attendant. Conclusion, si on en croit le témoignage de Terry, bien sûr, il n'y a jamais eu de connivence entre Russell et Robert. Russell aurait effectivement tiré sur Teresa parce qu'il ne pouvait pas payer l'arme à Robert. Bon, je dois vous dire que ce témoignage ne convainc absolument pas le jury, parce qu'il intervient 15 ans après les faits. Et je saurais pas vous dire pourquoi Terry n'a pas été témoin lors du premier procès. Alors peut-être que les avocats de Robert ne l'avaient pas retrouvé, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ce témoignage ne convainc pas le jury. À l'issue de ce procès, Robert est une nouvelle fois reconnu coupable. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais il n'a pas épuisé tous ses recours. Il fait de nouveau appel et en 2015, son appel est encore une fois accepté. Je sais pas si c'est inédit ou si ça arrive souvent aux États-Unis, ou alors si Robert a de très très bons avocats, mais je dois vous dire que j'ai trouvé ça quand même assez surprenant. Et cette fois, ce que les avocats de Robert mettent en avant, c'est qu'à l'époque, lors du procès, ils n'avaient pas pu interroger correctement l'enquêteur principal, Daryl Massey. C'était l'enquêteur qui était en charge du dossier en 1996, pour rappel. Alors je ne sais pas si les avocats parlent du procès de 1997 ou du procès de 2012, donc l'appel de 2012, parce que j'ai pas trouvé l'information, mais en réalité ça n'a pas vraiment d'importance. Gardez en tête que ce qu'ils ont mis dans leur dossier de recours auprès de la cour d'appel, c'est que durant le procès, ils n'avaient pas pu correctement interroger Daryl Massey. Il y avait une enquête interne à l'époque qui visait cet enquêteur et les avocats de Robert n'avaient pas pu correctement l'interroger. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils voulaient l'interroger sur cette enquête interne, le procureur faisait objection. Et le juge acceptait cette objection. J'ai quand même vérifié de mon côté de quelle enquête interne il s'agissait et apparemment, cet enquêteur avait falsifié des feuilles de temps dans des affaires qui n'avaient aucun rapport avec le meurtre de Teresa. Alors même si ça n'avait aucun rapport avec cette affaire, les avocats de Robert avaient estimé que ça entachait sa crédibilité. S'il avait été capable de falsifier des feuilles d'heures, peut-être qu'il avait falsifié autre chose dans l'affaire Teresa McLeod.
La Cour d'appel a estimé que le tribunal de Baltimore avait porté atteinte au droit de confrontation de Robert Harris. Si le jury avait été informé à l'époque que l'enquêteur principal était visé par une enquête interne où il était question de falsification de documents, peut-être que l'issue du procès aurait été différente. Donc la Cour ordonne un 3e procès. J'espère vraiment avoir été claire dans mes explications avec vous parce qu'il y avait beaucoup de documents. C'était interminable et j'ai vraiment essayé de synthétiser au max. Et je dois vous dire que ça m'a un petit peu saoulé de lire tous ces documents, parce qu'en plus c'était en anglais, je devais faire des traductions pour des termes que je comprenais pas, et au bout d'un moment ça me fanait. Mais là je pense que c'est bon. Je pense qu'on est bon, je pense que j'ai tout compris. Le 3e procès de Robert Harris s'ouvre en janvier 2017, soit 20 ans après sa première condamnation. Et cette fois encore, Robert est reconnu coupable, et sa sentence est maintenue, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. C'est donc rendu définitif et il n'a plus aucun recours. Pour la justice, Robert Harris est donc officiellement le meurtrier de sa fiancée, Teresa McLeod. Et pour ceux qui se posent la question, la famille de Teresa a très mal vécu ces différents recours et ces différents procès parce que ça les empêchait de faire leur deuil d'une certaine façon. Richard, le fils de Teresa, a 40 ans aujourd'hui. J'ai regardé un petit peu sur internet, mais j'ai rien trouvé le concernant. On espère pour lui qu'il a pu faire sa vie tranquillement. Robert Harris, de son côté, purge actuellement sa peine à la prison de Cumberland, dans l'état du Maryland, ou en tout cas c'est la dernière prison dans laquelle il était tracé, parce que j'ai regardé de mon côté, et je ne trouve Robert Harris nulle part dans les registres des prisons de l'état du Maryland. Peut-être qu'il a été transféré dans un autre état. Ça m'étonnerait, mais en tout cas je le trouve nulle part. Et je pense pas qu'il soit sorti de prison, parce qu'il peut pas sortir de prison. Russell Brill, lui, semble toujours incarcéré, mais il va probablement être libéré prochainement, puisqu'il arrive au bout de sa peine. Quant à Donald Barty, j'ai regardé un petit peu sur internet, et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, au moment du procès, je crois qu'il est sorti de prison et qu'il vit toujours à Baltimore. Et il a même un profil Facebook à son nom. Après, comme je vous l'ai dit, je sais pas vraiment si c'est lui Donald Barty, mais pour moi, Donald Barty, c'est tellement singulier comme nom et prénom. Après, il peut y avoir plusieurs Donald Barty à Baltimore, je dis pas le contraire, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu singulier. Et en plus de ça, j'ai noté que sur son Facebook, parce que je suis un peu une fouine, en fait, il avait posté une photo de lui dans les années 90, donc celle que je vous ai mise, et il était avec sa fille, je crois. Et après, on n'a plus du tout de photo de lui. Enfin, en tout cas, il a pas posté de photos de lui pendant les années 90, 2000, 2010, etc. Et là, dernièrement, il a posté des photos de lui. Donc je me dis que ça correspond à un passage à vide, qu'un passage en prison. Donc je pense vraiment que c'est lui, et si c'est bien lui, Donald Barty, j'espère qu'il a pas menti au procès. Parce que c'est pas bien de mentir et de faire des faux témoignages, c'est très grave. Quant à Russell Brill, je l'ai trouvé nulle part non plus dans les prisons de l'état du Maryland. Donc je me demande si lui aussi est pas sorti de prison. C'est fort probable parce que Donald Barty avait quand même été incarcéré pour meurtre, mais dans une autre affaire que celle de Teresa. Je me dis que si lui est sorti de prison, mais que Russell Brill n'est pas sorti de prison, ouais, ça me paraît très bizarre. Enfin bref, voilà tout pour cette affaire. Et ma question, c'est alors, qui a tiré sur Teresa? Je sais qu'on pourrait se dire qu'on s'en tape, parce que si on part du principe que Robert a bien commandité le meurtre de sa fiancée, à la limite, que ce soit lui qui ait tiré ou Russell, on s'en tape. Mais en vrai, dans cette affaire, on n'a aucune certitude. Parce que c'est vrai que le seul scénario qu'on a, en tout cas qui a été incriminant pour Robert, c'est celui qui a été raconté par Russell. Mais comment être sûr que Russell disait la vérité? Vous savez, moi, le seul truc qui me fait douter de Robert, où vraiment je me dis, je doute de ses propos par rapport à ça, c'est le fait qu'il a accusé un noir américain. C'est quoi le sens à donner à tout ça? Pourquoi t'as accusé un noir américain? En fait, je sais pas. J'ai essayé de réfléchir, je me suis mis dans la tête de Robert et je me suis dit, ok, je suis Robert, je me fais braquer par un mec, finalement, non, c'est même pas je me fais braquer par un mec, je me fais tirer dessus par un mec à qui j'avais vendu une arme et qui me tire dessus pour ne pas me payer mon arme, mais j'ai très peur de lui, donc j'ai pas envie de le dénoncer aux autorités. Je me suis mis à sa place, et je me suis dit, est-ce que j'irais accuser une personne d'une autre ethnie qui subit déjà du racisme dans le pays? Je sais pas si vous voyez mon raisonnement. En fait, ça avait pas de sens pour moi. Enfin, ok, Russell te fait peur, tu peux très bien dire, tu dis c'est un blanc qui vous a agressé, mais t'es pas obligé de le décrire. Ça change quoi?
Genre, dire un noir, ça va apporter quoi de plus à la confusion des enquêteurs? Si tu les mènes pas au mec qui a tiré sur ta meuf, ça va changer quoi? Ça a pas de sens, on est d'accord? Donc sur ce point-là, vu que ça n'a aucun sens et que, bah, la seule explication possible pour moi, pour que Robert accuse un noir américain d'avoir commis ce meurtre alors que c'était pas un noir américain, c'est qu'il voulait vraiment, vraiment désorienter l'enquête. Et à partir du moment où tu cherches vraiment à désorienter l'enquête comme ça, c'est que t'es impliqué. Donc, Roberto, peut-être que c'est pas lui qui a tiré sur Teresa, mais je pense qu'il est impliqué dans le meurtre de Teresa. Enfin bref, vous laissez-moi vos avis en espace commentaire, j'ai tellement hâte de les lire. Dites-vous que ça, voilà, ça là on va rentrer, on va mettre les pieds dans le plat. Ça, c'est le genre d'histoire des États-Unis qui me passionne. Quand faut commencer à aller fouiller sur des sites, de voir les noms, de voir les jugements, d'aller dans des vieux articles, tu à l'époque, tout ça. Ça vraiment, vraiment, si je pouvais, je ferais que des affaires comme ça. Mais je sais que c'est pas vos affaires préférées, hein. J'en ai conscience, hein. Je sais que les affaires qui passionnent le plus, c'est les affaires récentes, avec les triangles amoureux et compagnie. Moi, c'est les affaires en noir et blanc. Les affaires où faut lire de vieux articles, de vieilles décisions de justice, où il y a des trucs, un petit peu des complots, c'est pas trop du mensonge, de la manipulation, tout ça, tout ça. Enfin bref, ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.